On va accueillir Jérôme Prado. Jérôme, je vais te donner le micro tout de suite. Ouais. Donc, tu es chargé de recherche au CNRS, en poste au CRLL, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Tu es un spécialiste des neurosciences cognitives du développement et tu t'intéresses beaucoup à l'étude des mécanismes cognitifs et neuronaux dans l'apprentissage de la pensée logique et des mathématiques, et notamment pour des enfants qui présentent des troubles d'apprentissage. Et je te fais la parole. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on va changer un petit peu de perspective sur les apprentissages. Et c'est un peu le but de la matinée, si j'ai bien compris. Donc, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui fait de la psychologie cognitive et des neurosciences cognitives du développement. Et je m'intéresse effectivement en particulier à l'apprentissage des mathématiques. Donc, c'est un peu l'exemple qu'on va utiliser aujourd'hui. Oui, le titre est très spécifique même, mais en fait, l'idée, c'est… il est double, en fait. C'est d'une part, effectivement, de vous montrer le type de résultats qu'on peut avoir, le type de connaissances qu'on a sur la façon dont le cerveau d'un enfant peut apprendre les mathématiques et ici l'arithmétique. Mais également, du coup, de vous donner un exemple aussi plus général, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont pas spécialisés de la psychologie de neurosciences cognitives, de comment on étudie ça en fait en laboratoire et comment nous, en tant que psychologue, on pense l'apprentissage. Voilà, donc évidemment, le fait que l'apprentissage soit au cœur du développement de l'homme, c'est quelque chose qui est très clair et qui est là depuis un moment en psychologie du développement. En fait, le premier psychologue du développement, qui s'appelait, si j'arrive à… Voilà, qui s'appelait Jean Piaget dans son Habitat naturaliste. Toujours une excuse pour présenter cette photo assez hallucinante de Jean Piaget dans son bureau. A placé l'apprentissage évidemment au centre du développement. Voilà, une définition en fait, qui donne de ça un autre problème de la psychologie de l'épistémologie génétique consiste à expliquer comment se fait la transition d'un niveau de connaissance inférieur à un niveau qui semble être plus élevé. Et la raison pour laquelle évidemment apprentissage et développement sont liés, c'est que d'une part l'homme est une espèce tout à fait unique dans le temps qu'elle passe à se développer. On passe pratiquement un quart de notre vie à se développer, c'est absolument tout à fait unique. Et en plus, on passe une grande partie de ce temps-là à apprendre, que ce soit les bébés, lorsqu'on explore, lorsqu'ils jouent, on sait qu'ils apprennent, que ce soit un peu plus tard ou en même temps, avec les interactions avec les gens qui nous entourent, avec la famille, etc. Et évidemment, avec cette chose qu'on a inventée qui s'appelle l'école. On a été la seule espèce humaine, la seule espèce à inventer ça, évidemment, et c'est vraiment un moyen de potentialiser les apprentissages qui est absolument massif, hein, évidemment. Et on pousse ça, on continue à pousser ça de plus en plus tard, en fait, et jusqu'à maintenant, par exemple, ce que vous êtes ici en train d'apprendre, toujours à l'école, finalement. Alors, donc ça, c'est pour un contexte un peu général. S'il y a bien quelque chose que les psychologues du développement ont une des découvertes majeures en fait, de ces dernières décennies en psychologie du développement, c'est que, et probablement au contraire de ce que beaucoup pensaient Piaget, en fait, en tout cas, on ne commence pas cette trajectoire d'apprentissage vierge de toute structure et de toute connaissance, en fait. Et ça a été montré dans beaucoup de domaine de psychologie, ça a été également montré dans le domaine de l'apprentissage des mathématiques. Je vais vous montrer un exemple de ça. Mais il se trouve qu'on sait maintenant qu'on est au monde avec en tout cas un ensemble de connaissances, avec des mécanismes précablés qui nous proviennent en fait de notre histoire au niveau de l'évolution. Alors comment on étudie ça en laboratoire? Et souvent chez des bébés. Donc, vous allez voir une vidéo ici avec un bébé qui va être au centre de l'écran. Et à ce bébé, on va lui présenter deux flux de nuages de points. Alors, ces nuages de points, en fait, ils vont représenter des quantités, puisqu'évidemment, le bébé, il ne connaît pas les chiffres arabes. Donc, vous allez voir à droite de l'écran, du coup, 10 points qui vont toujours être 10 points. En fait, ça va être 10 points, 10 points, 10 points. Donc, ce qui va changer, c'est la taille des points, la disposition des points, mais ça va toujours être 10 points. De l'autre côté, vous allez avoir 10 points qui vont alterner avec 20 points. Donc, un ratio de 1 sur 2. 10 points, 20 points, 10 points, 20 points, 10 points, 20 points, 10 points, 20 points. L'idée, en fait, c'est que vous allez voir le bébé au milieu. On met le bébé en général au milieu et on observe.
on observe où est-ce que le bébé va porter le regard. Et on va utiliser cette propriété du bébé qui est que s'il est capable de détecter quelque chose, eh ben, il va le regarder, en fait. Il va le regarder plus longtemps. Et c'est, en fait, le principe de base de pratiquement toutes les expériences, en fait, en psychologie cognitive sur les jeunes enfants. Sur les bébés. Alors, le bébé arrive. Donc, il y a une croix de fixation au départ, et vous voyez les deux flux de nuages de points. Donc, il va déjà regarder un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et puis, à un moment, il va fixer en fait, son regard sur quelque chose qu'il trouve qui est plus important, en fait, enfin plus intéressant surtout. Et du coup, l'expérimentaliste, en fait, le psychologue, va inférer que s'il détecte en fait qu'effectivement il y a quelque chose de plus intéressant ici, ça veut dire qu'il a détecté qu'il y a bien quelque chose qui change ici, donc un ratio de 1/2. Alors, ça c'est vraiment juste une introduction générale, évidemment. Les psychologues jouent sur plein de choses. Quel est le ratio, par exemple? Il détecte 1/2. Est-ce qu'il peut détecter s'il faut détecter 2/3, etc. etc. Mais ça, c'est vraiment l'une des avancées majeures dans le domaine, évidemment. Voilà, je laisse un petit peu là. Voilà, il est très content. Alors, ce type de compétences est maintenant très étudié, a été très étudié ces dernières années. Évidemment, les bébés, les enfants sont tout à fait capables de faire ce genre de choses, mais également beaucoup d'espèces animales, en fait. C'est quelque chose qu'on a aussi découvert. Donc, évidemment, ça soutient l'idée que ce type de capacité, parfois, vous pouvez trouver sous l'appellation sens du nombre, même si la notion de nombre ici est un peu débattue ici, disons sens des quantités numériques, en tout cas. Vous l'avez chez diverses espèces animales. Alors ça, c'est évidemment intéressant, c'est fascinant, mais du coup, parfois, beaucoup de psychologues s'intéressent à ça et oublient que finalement, ce qui est aussi, évidemment, la caractéristique fondamentale, et peut-être ce qui est même plus intéressant, c'est qu'on on est les seuls à avoir inventé ça, on est les seuls on a ces capacités, mais on les a développées à un point où on a inventé un système de symboles pour représenter, manipuler des quantités numériques, etc. Ce qui est évidemment la question fondamentale, comment on arrive à ça, en fait, comment est-ce qu'on apprend. Donc l'idée, ce n'est pas de vous faire un cours de psychologie du développement, mais vous montrer, en fait, de lancer un petit peu cette thématique. Donc, en fait, si on repart de Jean Piaget, en fait, et peut-être que vous connaissez déjà cette théorie, c'est lui qui est le premier, en fait, à imaginer une théorie du développement qui était appelée constructiviste, en fait. Et Jean Piaget voyait, en fait, le développement de l'enfant qui passe par différents stades. Donc, c'est très linéaire, c'est des stades successifs. Et c'est beaucoup en construction, en interaction avec le monde. Alors, on a beaucoup dépassé, en fait, cette vision-là, en fait, du développement. Et probablement la vision qui est la plus influente maintenant est une vision beaucoup moins linéaire, en fait, et qui a été proposée par un psychologue américain qui s'appelle Robert Ziegler. Donc, c'est une théorie, alors vous ne voyez pas que c'est en dessous, là. Tiens, comment je peux masquer ça? Je vais pouvoir masquer ça. Je ne vois plus bien. Ouais, vas-y. Qui s'appelle Overlapping Waves. Donc, en français, ce serait vagues qui chevauchent, un peu moins joli. Mais l'idée, en fait, c'est qu'au contraire de cette évolution un petit peu linéaire à la Piaget, eh bien, en gros, l'enfant passe toujours à sa disposition un ensemble, en fait, de stratégies qu'il peut utiliser. Et la distribution des stratégies va changer au cours du développement. Et certaines stratégies vont être efficaces à un moment donné, certaines d'autres stratégies vont être moins efficaces à d'autres moments donnés. Vous avez une stratégie 1 qui va augmenter, par exemple, à ce moment-là, enfin, qui va avoir son pic ici, puis ensuite vous avez une autre stratégie qui va arriver, ainsi de suite. Alors, la meilleure façon de vous imaginer ça, en fait, c'est en fait utiliser un exemple, et on peut utiliser l'exemple que j'utilise dans le titre de mon talk, qui était l'arithmétique élémentaire, par exemple, qui est un exemple assez prototypique de ça. Donc, imaginons 2 plus 3. Comment un enfant il arrive à comprendre et il arrive à calculer 2 plus 3. Et si vous avez des enfants autour de vous, vous pouvez voir, c'est assez classique comme évolution. Donc, la première stratégie, par exemple, qu'un enfant peut utiliser, c'est le comptage du tout. C'est-à-dire quoi, le comptage du tout? Si vous avez un enfant qui est en grande section ou en CP, par exemple, plutôt en CP même, mais en grande section, c'est peut-être le cas aussi. Comptage du tout, ça veut dire quoi? Vous demandez 2 plus 3, l'enfant va dire 1, 2.
Puis ensuite, il va prendre sa deuxième main, il va faire 1, 2, 3. Ensuite, il va les mettre ensemble et il va tout recompter. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va faire 5. Donc, c'est une stratégie. Ça marche, pas super efficace, mais ça marche. Et c'est probablement la première stratégie que les enfants utilisent. Ensuite, on peut imaginer que l'enfant, à un moment, il va réaliser pourquoi partir recompter les deux, en fait. Je peux partir d'un opérand. Hein, je peux partir de 2 et dire 2, 3, 4, 5. Ça, c'est déjà un peu plus malin. Et ça peut être une deuxième stratégie qu'on appelle le surcomptage. Et puis, l'enfant peut, à un moment, se dire si je fais ça, pourquoi je ne partirais pas de l'opérand qui est le plus grand? Comme ça me permet de faire moins de pas. Ça peut être une autre stratégie. Donc, ça, c'est théorique. Hein. C'est juste pour vous mettre, mais ce type de stratégie que vous décrivez, ce n'est pas théorique. Mais le mapping sur ce graphe, il est théorique. Après, d'autres stratégies peuvent évoluer, évidemment. On peut imaginer que l'enfant commence à décomposer. Mettons qu'il sache le résultat de 2 plus 2, il va dire tiens, 2 plus 3, c'est 2 plus 2 plus 1. Et à la fin, en fait, et c'est souvent ça, et c'est le point sur lequel je vais arriver, probablement la stratégie qui est souvent vue comme la plus efficace, c'est directement de récupérer ça en mémoire. Et pourquoi c'est vu souvent comme l'étape ultime, l'étape la plus efficace? Parce que la mémoire, c'est beaucoup envisagé, en tout cas en psychologie cognitive, comme un ensemble de systèmes qui stoppent des associations, en fait. Et donc, l'idée, c'est que plus on va être confronté à un problème et à son résultat, et plus on va être capable, en fait, d'associer, par exemple, ici, les opérandes à leur résultat. Et ça, c'est vachement bien, en fait, parce que c'est très adaptatif, parce que du coup, on peut penser que c'est beaucoup plus rapide, par exemple, que reconstruire le résultat, par exemple, en le recalculant. Donc, souvent, en fait, dans la littérature, souvent une étape ultime de ce développement cognitif, en fait, sur ce type de problème, va beaucoup être la récupération d'associations qui ont été créées en mémoire. Et alors, ce que je vais essayer de faire, en fait, dans cette présentation, c'est de vous montrer que, en fait, c'est pas si clair que ça. Et on a trouvé avec plusieurs de mes collègues, en fait, des résultats qui mettent parfois en doute, en tout cas, le fait que ce soit toujours le cas. Alors, cette idée, elle est ancienne en psychologie cognitive. On trouve des modèles cognitifs, des modèles computationnels de ça, par exemple, avec l'idée que, je ne vais pas le décrire en détail, ça a peu d'intérêt, mais l'idée, c'est qu'effectivement, plus on peut tout à fait simuler ça, plus on rencontre en fait le même problème, et plus on va commencer à associer en mémoire. Et donc, ces associations, les pics ici vont augmenter. Ici, c'est 1 plus 4. Là, le pic qui commence à augmenter pour 5, et du coup, on va pouvoir associer ça en mémoire. Alors, c'est quoi les preuves pour cette récupération? C'est principalement de l'introspection un peu. Donc, par exemple, les psychologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils font résoudre en fait des problèmes, par exemple, vous fait résoudre des problèmes, 6 x 7, plus 3, etc. Vous résolvez le problème, et puis ensuite, je vous demande comment vous êtes arrivé au résultat. Et vous pouvez avoir différentes options. Ça peut être, je le sais, c'est arrivé comme ça dans ma tête, ou alors j'ai transformé, ou je suis passé par une autre chose. Par exemple, je connais le résultat de 7 x 7, et du coup, j'ai recalculé 6 x 7, etc. Donc ici, vous avez le pourcentage de problèmes rapportés comme remémorés. Donc, c'est une population d'adultes en fonction de 2 types d'opérations. Donc, c'est très simple, c'est des multiplications et des additions à un chiffre. Qui sont juste séparés entre petits et grands. Et vous voyez que pour les multiplications, majoritairement, les adultes rapportent connaître, en fait, si vous voulez, ces résultats de multiplication, donc ils ont récupéré en mémoire. Et pour les additions, c'est aussi majoritairement le cas, mais plus pour les additions qui sont classifiées comme petites par rapport à grandes. C'est aussi le cas pour les soustractions, par exemple. Donc ici, vous avez l'inverse, le pourcentage de soustractions qui sont rapportées comme résolues sans mémorisation, sans remémoration. Donc, c'est-à-dire que les gens ont conscience d'avoir utilisé quelque chose d'autre. Et vous voyez ici que c'est largement pas le cas pour toutes les soustractions dans le premier opérand et en dessous de 10. Mais après, dès que vous dépassez ça, ça commence à être un peu plus large. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? Chez l'enfant, évidemment, on ne commence pas par ça, en fait. Ici, vous avez un graphe qui vous montre le pourcentage de stratégies qui sont rapportées de
façon générale. Vous avez différents types de stratégies. Donc ici, vous avez en vert la récupération, vous avez en rose le surcomptage, en orange le comptage du tout. Donc, vous vous rappelez de compter par exemple les deux opérandes. Vous avez en violet la décomposition, en noir, pas de réponse. Donc, si vous voulez être à la maternelle, ici, les stratégies, ce qui est le majoritairement rapporté, c'est soit que l'enfant ne donne pas de réponse, soit il fait ici du surcomptage, et il y a aussi du comptage du tout. La récupération, elle est encore assez mineure. Mais dès qu'on avance, en fait, ici en CP et aussi en CE1, et puis si vous avancez encore plus, normalement, ce que vous devez obtenir, c'est que les enfants vont commencer à récupérer ce résultat. Ce que les enseignants, beaucoup appellent automatiser. C'est vraiment quelque chose qui, si vous avez des enfants qui sont à l'école élémentaire, vous avez beaucoup cet aspect focus sur l'automatisation, et c'est effectivement quelque chose de tout à fait important d'ailleurs. Hein. C'est important de connaître ces faits arithmétiques parce qu'après, ça va permettre de libérer de la place, notamment dans la mémoire de travail, pour pouvoir se focaliser sur d'autres choses. Voilà. Alors, l'épreuve pour la récupération, si je fais un petit point, du fait de la nature associative de la mémoire et son avantage adaptatif, le développement cognitif, c'est souvent vu comme un chemin vers ça, avec du coup une diminution de l'utilisation de procédures de calcul. Et globalement, il y a beaucoup d'études qui montrent que ça semble être le cas. Mais je voulais voir à partir de maintenant que ce n'est pas si clair que ça. En fait. Quand j'ai commencé en fait ce domaine de recherche, et c'est toujours le point de vue principal. J'ai commencé ce domaine de recherche avec une question qu'on s'est posée avec mes collègues, qui sont ces associations qu'on pourrait imaginer, qu'on crée en mémoire. Est-ce qu'elles sont de nature verbale? Voilà. Parce que c'est souvent vu comme ça, en fait, en psychologie cognitive. C'est un peu comme si vous apprenez vos tables, par exemple, c'est un peu comme si vous apprenez une poésie, il y a quelque chose de verbal. Donc, on s'est dit, est-ce que les régions du cerveau qui traitent le langage, ce sont ces régions aussi qui représentent ces faits arithmétiques? Alors, c'est la question qu'on s'est posée. Comment on étudie ça de façon générale, et à partir de maintenant, beaucoup des résultats vont dépendre de cette technique. On utilise beaucoup une technique qui s'appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui est l'une des techniques qui nous permet de mesurer l'activité du cerveau, alors que les participants peuvent faire différents types de tâches. Donc, un IRM, ça ressemble à ça. Si vous êtes allé à l'hôpital pour faire un IRM du genou, c'est le même. C'est juste que nous, on mesure au niveau de la tête et on mesure également l'activité cérébrale au moment où les gens font telle et telle opération. La spécificité de ce qu'on fait, nous, dans notre laboratoire, c'est qu'on étudie également les enfants. Et si vous êtes déjà allé dans un IRM, vous pouvez imaginer que c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'un IRM, déjà, c'est une grosse machine, c'est impressionnant, ça fait un bruit pas possible. Et en plus, il ne faut pas bouger. Tout ça, c'est des cocktails qui ne sont pas terribles pour les enfants. Donc, voilà, ça, c'est juste un petit extrait d'une vidéo, c'était moi et mon fils. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup sur utiliser. Donc, si vous voyez derrière, je n'ai pas trop présenté, mais c'est une IRM gonflable. Ça, c'est la vraie IRM, par exemple, qu'on décore avec on fait un espace sur la thématique de l'espace, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience pour essayer de mesurer les régions cérébrales impliquées dans l'arithmétique élémentaire? On a recruté des adultes et des enfants. C'est une expérience qui était faite aux États-Unis, c'était avant que j'arrive en France. Et il y avait 2 tâches arithmétiques qu'on faisait faire aux participants, une tâche de soustraction, que vous voyez ici. Donc, encore une fois, très simple, avec juste les nombres en chiffres, et tâche de multiplication également. L'idée était que les participants devaient voir l'opération, et puis ensuite le résultat, et devaient dire si le résultat était vrai ou faux. Et puis, les participants avaient 2 autres types de tâches. Alors, une tâche était similaire à ce que je vous ai montré avec le bébé là, où les participants devaient juste comparer les nuages de points. Voilà, c'est une tâche très quantitative. A priori, si les participants récupèrent ça en mémoire, on imagine que les régions qui sont impliquées dans ce type de choses, en fait, vont pas vraiment être impliquées là-dedans. Et puis, une tâche dans laquelle on mesure le langage, donc c'était aux États-Unis. Donc, ce qu'on a fait, c'était une tâche de rime. Donc, l'idée était que les participants voyaient 2 mots et puis devaient dire si les mots rimaient ou pas. Donc, par exemple, jazz et has. La magie des langues non transparentes comme le français et l'anglais, c'est que parfois les mots peuvent avoir la même orthographe et ne pas rimer et inversement.
Du coup, c'est moins facile que ça en a l'air. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a essayé de localiser les régions cérébrales impliquées dans le langage. Donc ça, c'est très, très prototypique des régions cérébrales impliquées dans le langage, qui se situent dans l'hémisphère gauche du cerveau. On avait deux régions principales, ici dans le gyrus frontal inférieur gauche et dans le gyrus temporal moyen. Et puis des régions impliquées dans ce qu'on appelait numéro ici, donc c'était la quantité numérique. Bon, mais le but de la tâche, c'est de voir, OK, donc maintenant on a localisé ces régions, chez les participants, qu'est-ce qui se passe avec l'arithmétique? Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'au contraire de ce qu'on imaginait, qui était que ce soit pour ces soustractions ou ces multiplications très simples, les régions impliquées dans le langage devaient être impliquées dans ces deux types d'opérations. En fait, c'était uniquement le cas pour les multiplications. Ici, dans les régions impliquées dans la comparaison des quantités numériques, qui se situent dans le cortex pariétal, en fait, on a trouvé plus d'implication des régions impliquées, de ces régions lors de la tâche de soustraction que de multiplication. C'est les barres grises que vous voyez ici. Et c'était également le cas chez les enfants. Au fur et à mesure qu'ils se développaient, on avait une augmentation d'activité pour la soustraction et pas pour la multiplication. Au contraire, en fait, dans les régions impliquées dans le langage, en fait, on avait encore cette dissociation, mais à l'inverse, c'est-à-dire que dans ces régions, en fait, on avait plus d'activité pour les multiplications que pour les soustractions. Ça veut dire quoi? À minima, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes mécanismes cérébraux ici qui étaient impliqués dans ces deux types d'opérations qui étaient hyper simples et pour lesquels les participants ne disaient pas faire des choses différentes, en fait. Si on leur demandait comment ils avaient retrouvé le résultat de 6 moins 2, ils disaient bah, je le sais, c'est tout. Donc, en gros, ça indique que le calcul mental implique des mécanismes impliqués dans des traitements à la fois verbaux, mais également dans le traitement des quantités numériques, et que l'implication de ces mécanismes semble dépendre du type de problème, qui était un peu surprenant ici. Alors, j'ai mis ça parce que c'est une étude tout à fait récente, en fait, mais qui montre de façon assez jolie presque la même chose, avec une façon de regarder ça tout à fait différente. C'est une étude française. Ce qu'ils ont fait ici, par exemple, c'est qu'ils ont mesuré les capacités d'enfants à l'âge de 5 ans et deux types de capacités, les capacités visio-spatiales, donc représenter des choses dans l'espace, et les capacités langagières. Et puis, ils ont suivi ces enfants, donc il n'y a pas d'imagerie, là, c'est juste du comportement. Un peu plus tard, à l'âge de 11 ans, ils ont mesuré leurs compétences en addition, soustraction, multiplication. En fait, ils se sont aperçus que les multiplications étaient uniquement prédites par les capacités en langage et pas par les capacités visio-spatiales. Et au contraire, les additions et les soustractions étaient uniquement prédites par les capacités visio-spatiales et pas les capacités langagières. Donc, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment le parallèle en fait avec ce qu'on trouve dans notre expérience de neuroimagerie. Alors, ça ouvre à deux questions pour moi, ou en tout cas, à l'époque, ça ouvrait à deux questions. La première, c'est intéressant, du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de spécifique avec les multiplications et pas avec les soustractions? J'imagine que vous avez déjà des idées dans la tête de pourquoi les multiplications sont un peu spéciales. Et il y a un truc assez spécial avec les multiplications, c'est qu'on les apprend explicitement dans des tables et on fait beaucoup plus rarement ça avec les autres types d'opérations. Donc, c'est peut-être évidemment l'une des raisons pour lesquelles on a ce type de différence. Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est que qu'est-ce que ça veut dire en fait pour ces modèles associatifs qui finalement convergent tous sur l'idée qu'on va tout récupérer en mémoire à la fin? Alors déjà, prenons la première question. Je me dis comment on peut imaginer jouer un peu avec cette première question. Il se trouve qu'à l'époque, on avait la possibilité de collaborer, on avait des collaborateurs qui étaient en Chine. Et ça, c'était intéressant parce qu'ils nous disaient, nous, les tables de multiplication, vraiment, on les apprend beaucoup plus que les Américains. Et du coup, il y a une utilisation en fait, de ces stratégies de mémorisation explicite qui est beaucoup plus importante. Donc ici, vous avez une différence. Donc ça, c'est la table de multiplication que vous connaissez. Et c'est la table de multiplication chinoise qui s'appelle la Nine Song. Qui d'une part, effectivement, ils apprennent que la moitié en fait, des faits ici, et puis surtout, ça s'apprend un peu comme avec des rimes, en fait. Et puis, il y a plein de choses qui rendent l'apprentissage peut-être un peu plus simple aussi. Ils ont une langue qui est beaucoup plus transparente pour les nombres. Et puis, ils passent beaucoup plus de temps, en fait, à apprendre ça. Ça donne quoi, en fait,
en pratique, lorsqu'on mesure les capacités en fait, d'adultes, c'est ce qu'on a fait ici, sur ces tâches de multiplication par rapport à des Américains. Je vais vous montrer. Déjà, je vous montre en fait ce qu'on a fait. En gros, on a fait exactement la même expérience en Chine. Donc, dans un scanner également. Donc, on présentait ici, on se concentrait sur la multiplication. On avait également cette tâche, et puis on avait adapté la tâche de rime aux Chinois. Donc, on avait une trentaine d'adultes américains, qui étaient les mêmes qui avaient fait l'expérience d'avant. Mais là, on avait presque une trentaine d'adultes chinois aussi. Donc, ici, vous voyez les temps de réaction pour ces multiplications simples entre les Chinois et les Américains. C'est des adultes ici. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. C'est hyper... c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'études. C'est très, très fort dans la littérature. L'arithmétique élémentaire et les Chinois sont bien plus performants. Donc, vous avez ici le temps de réaction moyen, et puis vous avez une différence également entre ce qui est catégorisé comme petite et grande multiplication, mais vous voyez que même ça, en fait, la différence est moindre en fait, que dans les études américaines. Ce qui nous intéressait beaucoup, c'est dans quelle mesure, en fait, on pouvait avoir des différences cérébrales, en fait, au sein de ces structures, au sein de cette tâche, en fait. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on comparait les Chinois aux Américains, on avait une suractivation, en fait, à beaucoup des régions, effectivement, qui étaient plutôt impliquées dans le langage, et notamment le cortex temporal supérieur à gauche. Alors, après, ça reste une spéculation. Lorsqu'on fait ce type d'études interculturelles, vous imaginez bien la source, le nombre de variables qui peuvent expliquer les différences. Le nombre de fois où les tables sont apprises, c'est juste quelque chose de très minime. Il y a le langage qui change, le contexte culturel change, donc beaucoup de choses changent. Donc, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Ceci dit, à minima, ça veut effectivement dire que l'éducation, la culture a un effet assez clair sur les réseaux cérébraux, tout dans l'arithmétique, en tout cas dans le cadre des multiplications. Mais du coup, si on repart sur la slide d'avant et sur notre dissociation principale entre multiplication et soustraction, pourquoi une différence entre multiplication et soustraction si les deux opérations sont effectivement récupérées en mémoire? Et ça, c'est une question qui à l'époque, que je me posais vraiment. En fait, j'avais du mal à réconcilier ça. Et puis, au même moment, en fait, une de mes collègues avec laquelle je collabore, mais pas à l'époque, s'appelle Catherine Thévenon, qui travaille en Suisse à l'Université de Lausanne, a publié une expérience qui était tout à fait intéressante, qui était uniquement comportementale et qui a beaucoup influencé en fait, tout ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, cette expérience était très simple, en fait. L'idée, c'était de mettre des individus, des adultes, en face d'un ordinateur et de leur faire résoudre des petits problèmes arithmétiques. D'accord? Toujours pareil, un chiffre. Donc 4 plus 2, par exemple, 4 moins 2 ou 4 fois 2. Le petit truc de l'expérience, en fait, c'est que ici, il y avait deux conditions. Dans une condition, en fait, vous voyez juste le problème, vous devez le résoudre. Dans une autre condition, les expérimentateurs déplaçaient le signe arithmétique un tout petit peu avant l'opération. 150 millisecondes. C'est rien, 150 millisecondes avant. C'est à peine perceptible. Et la logique était la suivante. En fait. Ils se disaient, si les opérations sont récupérées en mémoire, ça ne va pas vous aider beaucoup d'avoir le signe arithmétique avant. Pourquoi? Parce que pour récupérer 4 fois 2, il faut avoir 4 et 2. Sinon, ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, si les participants utilisent un type de, peut-être pas de la récupération, mais peut-être une procédure qui serait ultra rapide, mettons du comptage ultra rapide, peut-être que du coup, savoir quel type d'opération vous allez avoir, peut-être que ça va être quelque chose qui va vous aider dans la résolution. Et c'est un paradigme assez classique en psychologie qui s'appelle un paradigme d'amorçage. Les résultats, ils sont là. Vous avez le temps de résolution des opérations en fonction du type d'opération, addition, soustraction, multiplication. En noir sans amorce, en gris avec amorce. Donc, pour les multiplications, effectivement, il n'y avait aucune différence entre les deux types de conditions. Par contre, ce qui était assez fascinant, c'est que ce n'était pas le cas pour les additions et pour les soustractions. Et à minima, ça veut dire un truc qui est assez intéressant, ça veut dire que quelque chose de différent se passe en fait pour ces opérations. Même si en fait les sujets en fait perçoivent rien de vraiment très différent. Ça veut dire que lorsqu'on présente un signe plus, ça préactive peut-être quelque chose. En tout cas, ça aide les sujets à résoudre l'opération un peu plus tard.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le papier, en fait? Ils disent un certain nombre de choses qui m'ont beaucoup intéressé à l'époque. La première chose qu'ils disent, c'est que ces résultats suggèrent que des procédures abstraites sont préactivées par les signes d'addition et de soustraction et que ces procédures sont ensuite utilisées par les adultes pour résoudre les problèmes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils parlent de procédure ici. Une procédure, en général, c'est beaucoup, en tout cas, c'est souvent vu comme quelque chose de coûteux. Et on peut imaginer qu'une procédure pour faire 2 + 3 lorsqu'on est un adulte, ça paraît un peu poussé. Et effectivement, ça va plutôt à l'inverse de ce que disait la littérature. Hein. Et ils disent, mais nous, on imagine que peut-être qu'il y a des procédures qui sont tellement accélérées qu'elles sont compactées, qu'elles sont inconscientes, en fait, et qu'elles peuvent être aussi rapides que de la récupération. Et ils font une hypothèse qui est assez intéressante sur quel type de procédure. Peut-être qu'ils disent des procédures qui sont activées lorsque le signe d'addition et de soustraction est présenté pour être lié à la convocation d'une ligne mentale numérique. Alors, c'est quoi une ligne mentale numérique? C'est une organisation des nombres sur une ligne mentale. Alors, la ligne numérique, c'est quelque chose qui est même très, très présent dans les écoles. Vous avez un exemple ici. C'est l'idée que les nombres sont associés également dans l'espace. C'est vrai dans la salle de classe, mais finalement, on a beaucoup d'éléments en psychologie cognitive qui montrent que c'est également vrai dans notre cerveau. On a tendance à associer les nombres avec l'espace. Certaines personnes ont même une idée consciente de ça, en fait. On les appelle des synesthètes. Je ne sais pas, peut-être entre vous, certaines personnes voient effectivement de façon consciente les nombres dans l'espace. Mais même ceux qui ne le voient pas de façon consciente, on sait que en fait, le cerveau associe ces nombres dans l'espace. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on pourrait imaginer que additionner, par exemple, c'est se déplacer sur la droite de cette ligne. Ou soustraire, c'est se déplacer sur la gauche de cette ligne. Et peut-être que ça, c'est quelque chose que le cerveau fait de façon très, très rapide. En gros, ça veut dire quoi comme hypothèse? Ça veut dire que peut-être qu'au départ, en fait, lorsqu'on résout ce problème, on a cette ligne mentale et puis on se déplace on fait 2 + 3, on se déplace vers 5. Et au départ, c'est difficile. Mais un enfant peut le faire plusieurs fois, et encore plus de fois, et encore plus de fois. Et au bout d'un moment, ça peut devenir tellement facile et tellement automatisé en fait, qu'on n'en a plus conscience. C'est exactement en fait, l'hypothèse qu'il faisait dans ce papier, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer maintenant. Avec la question de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Du coup, j'ai contacté Catherine, et je me suis dit, tiens, association-nous, je n'arrive pas à le dire, parce que collaborons ensemble et faisant une expérience pour essayer de voir est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on fait quelque chose de très simple, lorsqu'on lui présente un signe plus. Et j'ai fait l'expérience d'imagerie la plus simple que j'ai jamais faite au monde, en fait, dans ma carrière, c'est que j'ai mesuré l'activité cérébrale du cerveau lorsqu'il voit le signe plus. Alors évidemment, le problème, en fait, c'est qu'il faut le contextualiser un peu, le signe plus. Donc, on a recruté des adultes, des enfants, et dans le scanner IRM, on leur présentait des opérations arithmétiques. Donc, soit des additions, soit des multiplications, soit des opérations contrôlées. Et on avait le signe arithmétique qui était présenté un petit peu avant, donc 150 millisecondes avant. Et en fait, les participants, eux, ils pensaient que c'était ça qui nous intéressait. Que nenni, ce n'était pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, en fait, c'était une autre condition qu'on avait inclus dans l'expérience, dans laquelle on leur disait, de temps en temps, vous allez voir le signe, et puis il n'y a plus rien derrière. Bon, prêtez pas attention, attendez juste qu'il y ait une opération et répondez à l'opération. En fait, ce qui nous intéressait, c'était ça. On voulait voir si le cerveau réagissait automatiquement au signe plus alors qu'il ne réagissait pas au signe multiplié. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, dans l'expérience comportementale que je vous ai montré avant, en fait, présenter le signe plus avant une opération facilite la résolution et pas le signe multiplié. Et les résultats, brièvement, ils sont là. Donc, vous avez en rouge, en fait, les régions cérébrales impliquées dans la perception du signe plus que dans le signe multiplié. Et ce qui est assez fascinant, en fait, c'est que ces régions cérébrales sont des régions cérébrales qui sont impliquées dans l'attention visio-spatiale, des choses qu'on a mesurées également dans le scanner. Un peu comme si, effectivement, traiter ce signe plus, c'était un peu comme se déplacer dans l'espace. Et on imagine comme si c'était une ligne numérique, en fait. On a fait également l'expérience chez les enfants, où on a montré d'autres structures, mais qui également dont l'activité augmentée avec le signe plus par rapport au signe multiplié. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, avec l'âge et avec l'expérience, certaines régions du cerveau qui sont principalement impliquées dans le traitement spatial, en fait, commencent à contribuer de plus en plus à l'apprentissage, en fait, et à la résolution des problèmes additifs. Alors, on sait quelle heure il est là? Combien de temps? 40 ans. 40.
Donc, on s'est dit, OK, donc très bien. Donc, c'est comme si un signe plus, finalement, c'était le cerveau se déplaçait dans l'espace comme s'il allait mettons, vers la droite d'une ligne mentale, une ligne numérique mentale. Est-ce qu'on a un moyen de montrer ça, même de façon comportementale? Est-ce que juste, finalement, la perception d'un signe plus pourrait déplacer l'attention vers la droite, ou la perception d'un signe moins pourrait déplacer l'attention vers la gauche? Donc, on a réfléchi et on a mis au point une expérience avec mon doctorant à l'époque, Romain Mathieu, et une autre expérience avec Andrea Diaz-Barriga-Yáñez, qui est un postdoctorant chez nous. On s'est dit, bah, tiens, on pourrait montrer ça avec une expérience simple. On pourrait imaginer mettre les participants en face d'un écran d'ordinateur pour faire résoudre des problèmes arithmétiques. Bon, jusque-là, c'est tout ce que je vous ai montré. Mais si au lieu de les présenter tous ensemble, ces problèmes, enfin, les opérants et opérateurs ensemble, si on les séparait, si on présentait d'abord le chiffre 3, ensuite plus, et puis ensuite 2. Et si on déplaçait 2 à droite ou à gauche? Si l'attention elle est poussée vers la droite lorsqu'on voit un plus, eh ben, peut-être que les participants, ça devrait être plus facile pour eux de résoudre 3 plus 2 lorsque le 2 est à droite plutôt qu'à gauche. Et inversement, ça devrait être plus facile pour eux de résoudre une soustraction, donc 3 moins 2 par exemple, lorsque le deuxième opérand est à gauche plutôt qu'à droite. Vous voyez l'idée? C'est la psychologie cognitive pure, en fait. On s'amuse beaucoup à faire ce genre de choses, à essayer d'imaginer le type de paradigme qui peut nous permettre de montrer ça. Je vais vous montrer les résultats. Du coup, on a contrasté addition et soustraction. On a également regardé les multiplications, parce qu'on s'est dit, bah, si les multiplications ne se passent rien, on devrait aller voir là-dedans. Donc, ici, vous avez des adultes. Ici, vous avez soustraction, addition. À un ordre donné, vous avez la différence de temps de réaction entre la condition dans laquelle le deuxième opérand est présenté à gauche par rapport à droite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est positif, ça va plus vite à droite qu'à gauche. Si c'est négatif, ça va plus vite à gauche qu'à droite. Et effectivement, c'est le cas pour des adultes. Alors, c'est tout à fait imperceptible. Hein. C'est de l'ordre de dizaines de millisecondes. Avec aucune conscience, mais effectivement, ça va un petit peu plus vite. La façon dont on mesure les temps de réaction ici, c'est qu'on faisait, on mesurait en fait avec une clé vocale le temps que mettaient les gens à répondre. Et chez les enfants, c'est également le cas, mais évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps avant de s'établir. Donc, ici, on a regardé du CE2 au CM2, et c'est un effet qu'on commence à observer au CM2 et pas vraiment avant. Pour les multiplications, en fait, on ne trouve rien de spécial. En fait. Donc, les multiplications, ça semble être effectivement quelque chose d'à part, qui sont des opérations qui semblent être beaucoup moins liées, en tout cas, au traitement spatial. Alors, ces résultats, ils sont compatibles avec l'idée qu'il y a une procédure de comptage qui peut être activée par les signes arithmétiques et que du coup, on peut mesurer ça. Par contre, on ne sait pas évidemment si cette procédure, fondamentalement, elle est utilisée par les participants. Donc, comment est-ce qu'on a commencé à regarder ça? Et ça, c'est principalement ma collègue Catherine Thénault qui a fait ça. Eh ben, elle s'est dit quelque chose de tout simple. Peut-être qu'on peut regarder le temps qu'ils mettent pour résoudre des problèmes arithmétiques très simples, encore une fois, de plus 3, 6 plus 8, c'est adultes. Donc, ça va très vite pour résoudre ce type de problème, mais on peut quand même mesurer un temps de réaction. Et c'est ce que vous voyez ici. Ici, vous avez le temps de réponse qui est associé à ces problèmes en fonction de la taille du problème, c'est-à-dire de la somme, en fait. Donc, ce qu'elle se disait, c'est que si ces problèmes sont récupérés en mémoire, que ce soit 2 plus 3 ou que ce soit 2 plus 4, peu importe, c'est récupéré, on a 2, 3, on récupère le résultat, voilà. Par contre, si les participants comptent, même de façon inconsciente, ça va prendre forcément un peu plus de temps de faire 2 plus 3 que 2 plus 2 ou 2 plus 4 que 2 plus 3. Pourquoi? Parce que ça va un peu plus loin, en fait. Et en fait, c'est exactement ce qu'on mesure, en fait, avec des différences très, 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 très fines, très, très subtiles, en fait, dans le temps de résolution des problèmes. Et vous voyez que le temps de résolution des problèmes augmente systématiquement avec la somme. Alors, il y a un petit plateau ici. Mais globalement, c'est le cas. Alors, ça, c'est une autre façon de voir ça. Si vous avez le temps de réaction en fonction des deux types d'opérants, donc premier opérant, deuxième opérant. Ça, c'est des problèmes très, très simples. On est sur des opérants qui sont en dessous de 4. Et c'est la même chose chez les enfants, même chez les enfants qui, a priori, devraient, en tout cas, commencer à récupérer en fait, ce type de problème.
Alors, du coup, ils ont même proposé, on a proposé un type de modèle de comptage automatisé, donc d'automatisation des procédures, avec l'idée que comment on pourrait imaginer faire 3 plus 2 ? Déjà, il faut se représenter le premier opérand dans mémoire de travail, donc 3. Et puis, on va commencer à scanner en fait une ligne mentale numérique, donc qui est représentée en mémoire à long terme. Donc déjà, on va compter 1, 2, 3. Et puis ensuite, on va rajouter le deuxième opérand. 4, 5. Et l'idée, c'est que cette procédure, en fait, elle peut être… l'idée, c'est que cette procédure serait utilisée tellement de fois, finalement, de façon consciente au départ, qu'elle va être automatisée et utilisée de façon inconsciente par les participants. Il y a aussi une limite à cette procédure. L'idée, c'est qu'elle soit… parce qu'on peut imaginer que ce type de procédure, elle ne va pas être très efficace parce que vous devez faire un +8, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, en fait, la récupération va quand même être plus efficace. Donc, l'idée ici, c'est de mettre une contrainte, qui est la contrainte en mémoire de travail, avec l'idée que ça va être efficace peut-être uniquement si on peut représenter les opérands en mémoire de travail. Donc 4. Le problème, en fait, c'est la dernière expérience que je vais présenter. Le problème, en fait, c'est que du coup, les gens qui sont plutôt partisans de… C'est pas du tout une hypothèse consensuelle, en fait, comme un proposé. Il y a plein de gens qui disent non, c'est toujours de la récupération en mémoire, et nous, en fait, on peut expliquer également les effets que vous trouvez. C'est le jeu en psychologie cognitive en général. Et effectivement, il y a des personnes qui ont proposé des modèles des modèles computationnels qui miment le même type de résultat qu'on a. Comment ? En disant, l'effet de taille du problème, ce n'est pas forcément dû à du comptage, ça peut être des interférences en mémoire, en fait. Parce que plus vous montez dans la somme, et plus la somme, par exemple, est partagée entre différents problèmes. Et donc, du coup, peut-être que juste en modélisant des interférences en mémoire, vous pouvez avoir le même type de résultat. Du coup, on est reparti au travail et on a dit, comment est-ce qu'on peut dissocier ces deux types de choses ? L'idée, c'est que globalement, quand même, ces deux idées différentes de l'apprentissage de l'arithmétique, elles diffèrent assez fondamentalement, au moins sur deux niveaux. Le premier, c'est que l'idée de l'automatisation procédurale, c'est une idée plutôt quantitative, en fait, des apprentissages. L'idée, c'est qu'on va accélérer la même type de choses, accélérer une procédure. Quelle heure il est là ? 49. 49, je suis bon. Alors que l'idée d'aller d'une procédure vers de la récupération, c'est un changement plutôt qualitatif. Donc ça devrait se voir au niveau du cerveau, en fait. Si on utilise le même type de mécanisme qu'on ait 8 ans, 14 ans ou 25 ans, a priori, si c'est le cas, le cerveau ne devrait pas utiliser des types de mécanismes différents et de la même région qui devrait être activée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait déjà imaginer. La deuxième chose, en fait, c'est que c'est uniquement le modèle procédural, d'ailleurs, qui prédit une différence entre cette contrainte entre des opérands qui seraient en dessous de 4 et au-dessus de 5. Donc, ce qu'on a fait, ça c'est tout fait, c'est même la première fois que j'en parle en fait, de cette expérience. On a recruté ce qui est le plus grand échantillon de participants dans une expérience de ce type. On avait presque 130 participants. On avait des participants de différents âges, 8, 9 ans, 11, 12 ans, 14, 15 ans et 40 adultes. Et on leur a fait faire une tâche d'arithmétique vocale, donc hors du scanner, comme ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Le hic, en fait, c'est que dans le scanner, on ne peut pas vraiment faire parler les participants. S'ils parlent, ils vont bouger. S'ils bougent, ça va foirer nos images. Du coup, on s'est dit, comment on fait alors, ce que les gens ont fait beaucoup, c'est faire des tâches d'évaluation, choisir entre deux résultats, mais ça entraîne des processus additionnels qui est de la sélection de réponses. Donc, on s'est dit, tiens, on va les faire on va leur dire, pensez aux résultats dans votre tête. Donc, c'est une tâche un peu silencieuse. Donc, on a dit, voilà, vous allez voir 2 plus 3, vous pensez aux résultats, et puis ensuite, on va passer au problème suivant. Évidemment, on n'est pas crédule et on va se dire, est-ce que les gens font bien ça? Donc, de temps en temps, on a également une petite queue ici, où là, on va les faire parler et on va éliminer ces essais. Mais voilà. Et en fait, je ne vais pas vous montrer tous les résultats ici, mais en fait, ça marche plutôt très bien. Et, donc, effectivement, même les participants appuyaient sur le bouton dès qu'ils avaient la réponse dans la tête. Et en fait, on peut tout à fait mesurer en fait, les mêmes types d'effets avec ce type de tâche. L'effet de la taille du problème que je vous ai montré, il marche là-dedans aussi.
et évidemment mesurer l'activité cérébrale. Donc ici, vous avez chez des enfants de 8-9 ans l'effet de la taille du problème, donc le temps de réponse en fonction de la somme qui augmente dans les deux types de tâches. Vous avez ici la tâche vocale à l'intérieur du scanner, ici la tâche silencieuse, et à chaque fois, en fait, ça prend toujours un peu plus de temps de faire 2+4 que 2+3. Mais à ces enfants-là, c'est attendu, parce que ces enfants-là, en fait, principalement, ils comptent encore dans leur tête. En fait. Ils n'ont pas encore automatisé ça. Ça, c'est juste une autre façon de voir ça. Ça, c'est juste la pente, en fait, de ces droites que j'ai représentées ici là en fonction des deux types de tâches. La question, c'est qu'est-ce qui se passe plus tard? En fait, ce qui se passe plus tard, c'est la même chose. Quoi qu'il arrive, et même si vous êtes excellemment bon en arithmétique élémentaire, vous allez quand même avoir cet effet de taille de problème. C'est impossible de ne pas l'avoir, c'est extrêmement, extrêmement robuste. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a. Regardez ça, donc ça, c'est la taille la pente de la droite. Donc ça, c'est pour tous les participants qui avaient plus de 11 ans. Ici, vous avez les adultes, la pente est toujours au-dessus de 0. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder l'activité cérébrale ici. Ici, si on regarde l'activité cérébrale, on peut arriver à imager, en fait, à avoir des régions cérébrales qui sont impliquées dans ce comptage mental chez les enfants qui ont l'âge de 8-9 ans. La grande question, c'est est-ce que les adultes utilisent ces mêmes régions? Et c'est effectivement le cas. C'est ce que vous avez ici aussi. Vous avez l'activité cérébrale dans ces régions-là qu'on a identifiées chez les enfants qui ont l'âge de 8-9 ans. Et ça, c'est l'activité cérébrale chez tous les participants qui ont plus de 11 ans. Et vous voyez qu'il y a toujours en fait une augmentation d'activité cérébrale dans ces régions, dans ces 3 régions qu'on a identifiées là. Et même ici chez l'adulte, vous avez un énorme en fait effet de taille du problème, mais qui est, et c'est tout à fait intéressant, uniquement observé sur les problèmes avec les opérandes qui sont en dessous de 4. Voilà, je vais terminer pour pouvoir avoir un peu de temps pour les questions. Mais globalement, je dirais que cette expérience vraiment supporte, soutient l'idée que finalement, notre cerveau, que ce soit en étant adulte, il fait presque la même chose que quand les enfants comptent quand ils ont l'âge de 9 ans ou 8 ans. En fait, il le fait juste tellement rapidement qu'on n'en a plus conscience. Évidemment, c'est limité et ce n'est pas pour tous les problèmes, mais en tout cas, je pense que c'est le cas sur certains types de problèmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développement cognitif de l'enfant se caractérise par des changements qui soient qualitatifs. Je ne nie pas qu'il y a des associations en mémoire sur plein de choses, mais en fait aussi quantitatifs et c'est tout à fait possible d'automatiser des problèmes. Clairement, la nature associative de la mémoire, c'est que ça va être intéressant dans plein de contextes, mais c'est aussi vrai qu'on est tout à fait capable d'automatiser des procédures. Et que ça peut être tout à fait efficace. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut avoir des implications et important d'avoir en tête pour l'apprentissage des mathématiques, aussi pour imaginer ce que c'est d'avoir des difficultés dans l'apprentissage des mathématiques, parce qu'effectivement, si on peut imaginer que l'automatisation procédurale, c'est quelque chose d'important pour apprendre, par exemple, l'arithmétique, on peut imaginer que des difficultés à faire ça peut impacter l'apprentissage. Et vraiment, en fait, du coup, j'ai utilisé cet exemple de l'arithmétique dans mon talk parce que c'est ce qu'on étudie et c'est un bon exemple de ça. Mais je pense que c'est des principes généraux. Notamment, par exemple, c'est quelque chose, des gens travaillent sur ça, sur l'apprentissage de la lecture aussi. L'apprentissage de la lecture, ça passe par les mêmes types de processus. Au départ, un enfant va, si vous avez des enfants autour de vous et qui commencent à lire, ils vont commencer à déchiffrer en fait en utilisant leur connaissance en phonologie. Et puis à un moment, ça va aller plus vite et ça va aller plus vite. Et on va toujours imaginer, parce que ça va plus vite, qu'à un moment, ils ont appris en mémoire. Peut-être. Mais en fait, étant donné que ce type de choses est inconscient, on ne sait jamais en fait vraiment, et peut-être qu'en fait c'est aussi des automatisations procédurales qui se passent. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, c'est mon équipe de recherche, mes financements, et Catherine Thévenot qui a joué un rôle important, très important dans cette recherche. Exposé, et on a le temps pour des questions. Ouais. J'ai une question sur le mécanisme de base pour être impliqué dans l'apprentissage, notamment de l'apprentissage du calcul. Parce qu'il y a un papier qui vient de sortir de l'équipe de Martin Durfa à Toulouse, donc PNAS 2022, ouais, je vois que les abeilles ont cette notion de ligne mentale, d'ordonnancement, comme chez l'homme, de la gauche vers la droite.
Il y a plein d'équipes qui montrent que ces insectes qui ont 1000 neurones, hein, c'est pas 100 milliards, comme nous, elles sont capables d'opérations arithmétiques, de calcul, de reconnaissance du zéro, de relation d'équivalence. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des mécanismes de base qui sont transespèces, différentes espèces, vraiment des trucs de base qui permettent ça? Ouais. Alors oui, je connais bien ça, enfin, je connais cet article et en fait, il fait suite à beaucoup d'autres études, généralement qui s'intéressent aux compétences numériques chez les espèces animales. Et en fait, l'une des choses qu'on montre, qui moi, je trouve assez hallucinante, hein, c'est sur ces associations entre nombre et espace, par exemple, qui est vraiment au cœur de cette ligne mentale numérique. Alors, évidemment, l'hypothèse première qu'on peut avoir, c'est que c'est très culturel, en fait, puisqu'on se dit, bah oui, c'est pas très étonnant qu'on associe les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite. Parce que vous l'avez autour de nous tout le temps, parce que c'est dans la salle de classe, parce que voilà. Mais en fait, effectivement, chez nombre d'animaux, y compris les abeilles, on a en fait également des associations entre nombre et espace. Et ce qui suggère qu'effectivement, c'est beaucoup plus profond que ça. On n'a pas vraiment d'explication très très bonne en fait sur pourquoi finalement. On a des explications, ça peut être sur la structure de l'attention, etc. Mais oui, fondamentalement, en fait, ce qui a beaucoup changé par rapport à la suite de Piaget, par exemple, c'est que finalement, on pense que même ces apprentissages symboliques qui sont vraiment, pour le coup, ici propres à l'homme, en fait, ils reprennent des briques élémentaires de mécanismes qui sont présents chez nous à la naissance et qui, du coup, sont présents chez beaucoup d'espèces animales. Et c'est probablement le cas de la représentation de cette ligne numérique qu'on peut retrouver effectivement dans d'autres espèces animales. On sait qu'effectivement, même des opérations arithmétiques, alors non symboliques toujours évidemment, la différence, le gap, il est au niveau du symbolique en fait vraiment, et le fait, et ce que ça a ouvert chez nous évidemment. Mais vraiment, je pense que la majeure partie des psychologues cognitifs qui s'intéressent aux capacités numériques et mathématiques chez l'homme maintenant ont tout à fait conscience de cette continuité en fait, et qu'on bâtit ça en fait sur des mécanismes préexistants. Et on a pour l'instant toujours du mal parfois à comprendre pourquoi en fait et comment ça marche, mais c'est faire de l'IRM fonctionnel chez l'abeille, on ne sait pas encore faire. Ouais, c'est un peu difficile. En tout cas, je ne vais pas m'y lancer. Il y avait une question, ça rebondissait là-dessus. Alors, allons-y. C'est juste posé par rapport à des gens qui parlent une langue qui s'écoute de droite à gauche. Ils sont un peu les chiffres de la langue. Alors, ça, c'est quelque chose qui a aussi été étudié. En fait, le fait qu'on ait ces briques élémentaires et qu'il semble qu'effectivement, on semble avoir un biais universel pour cet ordonnancement de gauche à droite, ça ne veut pas dire que la culture n'a pas d'effet, en fait. Et la culture a un effet. Et effectivement, lorsqu'on étudie des gens qui lisent de droite à gauche, alors la difficulté, c'est que c'est très difficile d'étudier des gens qui lisent de droite à gauche et qui n'ont pas d'environnement anglophone autour d'eux. C'est très difficile, en fait, parce que du coup, l'anglais est maintenant un peu partout. Mais lorsqu'on étudie ces gens-là, on s'aperçoit qu'effectivement, ils ont tendance à avoir des associations entre nombre et espace qui sont moins fortes que nous, par exemple, dans lequel la culture va dans le même sens que la biologie, peut-être, si on imagine que c'est un biais, avec parfois des changements dans ces associations, mais aussi parfois moins d'associations, en fait. Donc la culture influence, clairement, c'est sûr. Mais... Donc le changement de langue, on va aussi poser des problèmes d'apprentissage. Le changement de langue, un enfant qui migre et qui change d'environnement, qui apprend un nouveau langage et au moment où il apprend la politique, ça pourrait être effectivement perturber son apprentissage. Ouais, on pourrait imaginer, on pourrait imaginer que c'est un effet, effectivement. Ouais. Ça mérite d'être étudié un peu plus explicitement, mais ouais. Madame. J'aurais une question en anglais. Yeah, sure. Go ahead. Sorry, about the experiment between the Chinese people and American people, you are told that you had something on this. So I would like to say that Chinese people learn, just multiplying and addition faster than, in the school. Maybe they are in age 8 or 9, and American people they are maybe in age 10 or 11 or later. So how does it affect on these experiments? And also they pronounce and also write down numbers differently from the people who are American. So I think that they are more language
based things are different, or maybe methodology based different between the comparing people from America and China? Yeah. I guess I forgot about that, but I should repeat the question. So the question is about, like, there's a lot of things that differ between China and America in terms of like multiplication table, but also a lot of things around learning numbers, and I entirely agree with that, and that's why I say it's really, really complex when you do cross-cultural comparison to know where the differences come from. Clearly what you measure, right, is like performance at the end, and they are much higher in China than in America, and there are many reasons for that, and you cited some of them. Like you start learning earlier, you have as I said, a language that makes also more sense and make it more transparent for children to get into to understand the logic of numbers. I would say there's even things that are difficult to measure, like even like the way math is considered in the society, which is completely different, I think, in America, but also a lot of Western countries and China, right? Probably math is much more valued in China than it is in America, where you have, like, I'm not a math person in the US, right? You have the same thing in France, where you have Je parle à cause des maths. So you have this, like, there's an entire system of value, but like, make it okay to not like math and to not be good at math, and it's probably much less in China. So many different things might lead to people being actually ultimately more performing there than, and so entirely agree, there's a lot of things that differ. Bonjour. C'est passionnant. J'ai une question par rapport à si je fais appel à ma représentation interne de ma ligne mentale, là, au début, avec ça, parler de ça, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est il y a un jalon. Pour moi, il y a un jalon au niveau du 10. Et un petit chiffre 10. Et j'ai vu que dans une des cours que vous avez présentées, il se passait quelque chose de très bizarre au niveau du 10, la somme 10, où d'un coup, il y a un espèce de plateau quand on s'approche du 10, et après 10 pum, voilà, cet effet-là. Donc je me demandais s'il y a quelque chose de connu sur le jalon du chiffre 10. Est-ce que ça peut être testé dans différentes cultures qui n'utiliseraient éventuellement pas une base 10? Et voilà, est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça? Parce que c'était juste. Ouais, alors en fait, ce plateau, et c'est tout à fait vrai, et en fait, donc c'est quelque chose avec lequel Catherine Thénon, on discute beaucoup, hein. C'est vrai qu'en fait, on a l'impression qu'il y a, enfin, on n'a pas l'impression, c'est vrai qu'il y a une discontinuité ici sur ces données. Comme si ici, peut-être, il y avait un espace de récupération, peut-être, qui était là. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, en fait, et on est en train de... On sait pas, en fait. On a plusieurs potentielles interprétations pour ça. Après, le jalon du chiffre 10, bah, après... alors, des études qui n'utilisent pas la base 10, je sais pas à ma connaissance en tout cas. Parce que moi, ma perception interne, c'est quand il y a une addition ouais. Et que ça se rapproche de 10, ça va jusqu'à 10. Ouais. Donc, c'est se rapprocher de 10 en fait. Complément, il y a un truc avec le complément. Ouais. Il y a une perception du complément, ouais. presque physique. Alors, oui, et puis alors. Il y a une espèce de perception sensorielle du complément. C'est pas... Ouais, bon, après, c'est même ça peut être même des stratégies qui sont explicitement renforcées à l'école d'ailleurs. Si vous êtes dans une salle de classe, par exemple, on peut dire oui, c'est du complément à 10, du coup, vous repassez par le complément à 10 derrière. Beaucoup. Souvent, quand on regarde en fait, ces effets, on va dire, OK, on va enlever, par exemple, 9, parce que c'est un peu particulier, parce que les gens peuvent passer par 10. Donc ça effectivement, ça peut être des effets qui sont tout à fait mesurables et qui peuvent être renforcés d'ailleurs hein, par le contexte à l'école. Et donc, du coup, ça, on peut tout à fait, du coup, par ce type de stratégie, pousser d'ailleurs les enfants à plutôt récupérer, par exemple, ou alors au passer par du complément à 10 ou ce genre de choses. Donc, en fait, on peut, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder comment, en fait, ces faits arithmétiques sont acquis, parce qu'en fait, on peut imaginer tout à fait aiguiller, en fait, les enfants vers potentiellement une stratégie ou une autre. Mais en fait, pour vous répondre précisément à votre question, on l'a également noté. Et en fait, on ne sait pas vraiment exactement pourquoi il y a ce plateau. Une dernière question super courte, Cédric.
On fait les deux super courtes. Comme vous voulez. Hein. Alors, décomposé en 3 remarques super courtes qui appellent peut-être commentaires. Premièrement, observation empirique que j'ai pu faire, mais sur lequel je peux avoir une réaction. On a 2 nombres à mémoriser au hasard, un numéro de wagon et un numéro de place. Ça peut être plus efficace de mémoriser, de se dire que c'est une multiplication et au lieu de retenir 7 et 9, retenir 7 fois 9. Ça reste plus longtemps. J'imagine qu'un circuit, ou peut-être c'est un biais cognitif de ma part, j'en sais rien, mais je suis curieux d'avoir une réaction. Deuxièmement, tout à l'heure, il y avait le commentaire sur les circuits dans la présentation des nombres et ceux dans la présentation des rimes, par exemple, de notifications qui ne sont pas les mêmes. Il y a au moins une catégorie de personnes qui mélangent les deux, c'est les gens qui font de l'apprentissage de grand nombre décimales, les gens qui mémorisent 50 000 décimales de pi, tout ça, dans lesquels une partie de la mémorisation est basée sur des représentations sous forme de poèmes, sous forme de textes et autres. C'est quelque chose de cognitivement intéressant à faire là-dessus. Troisième remarque, sans nier qu'il y a une spécificité humaine évidente sur l'intensité de l'apprentissage, nos amis éthologues nous disent quand même qu'il y a dans le monde animal des exemples de durée d'apprentissage longue et organisée. Nos collègues orang-outans passent 7 à 8 ans de leur vie près de leur maman, et c'est à peu près le quart de leur vie. Nos collègues mercats ont toute une procédure pour apprendre aux jeunes à tuer les scorpions. On commence par leur montrer le scorpion mort, puis le scorpion auquel on a enlevé le dard et qui a été estouvé pour plus être dangereux, puis ils passent seulement dans une troisième phase au vrai scorpion pour qu'ils puissent apprendre sur s'entraîner sur des choses qui sont moins dangereuses. Oui, non, je ne dis pas de tout ça, effectivement. Oui. Mais disons qu'on a élevé, en tout cas, on potentialise en tout cas cette période de développement comme nulle autre. Ensuite, sur les multiplications, ouais, c'est pareil. Je ne sais pas trop. C'est sûr qu'en tout cas, par exemple, les multiplications, c'est quelque chose évidemment qu'on apprend de façon de façon tout à fait unique. Par exemple, peuvent interférer avec d'autres choses tellement, en fait, c'est quelque chose qui est incrusté. Donc, par exemple, les additions, hein, un effet très, très connu, hein, c'est par exemple, si on vous dit 2 plus 3, en fait, vous allez être interféré par votre connaissance du 2 fois 3, par exemple. Tellement, en fait, la multiplication, c'est quelque chose qui peut être tout à fait fondamentalement incrusté dans notre circuit. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous aide finalement lorsque vous avez 2 nombres à mémoriser. Je ne sais pas du coup s'il y a l'autre. Ouais, la dernière question. Moi, du coup, j'avais une question par rapport à la compétition, puisque là, les opérations, c'est quand même assez simple. Est-ce que sur des opérations compliquées, des multiplications à 2 chiffres qui peuvent intervenir, la décomposition en dizaines, on arrive quand même à mesurer la part de mémorisation et la part de processus et la part de procédures comme ça qui sont complexes. Comment est-ce qu'on peut les mesurer? Ouais. Alors ça, c'est une question intéressante, effectivement, parce que sur ce type d'opération, où les gens... Il y a parfois des raisons de douter de ce que disent les gens lorsque des opérations sont inconscientes. Par contre, lorsqu'elles sont conscientes, il n'y a pas de raison de douter. Et effectivement, lorsque vous avez des opérations plus complexes que vous faites dans votre tête, par exemple, vous pouvez tout à fait rapporter en fait, la séquence en fait, d'opérations. Tout devient difficile. Le point critique, c'est à partir du moment où on arrive sur des opérations qui sont très, très simples, ou des étapes qui sont très, très simples dans cette résolution d'opération. Et là, c'est difficile de faire confiance ou de se faire confiance nous-mêmes, en fait, effectivement. Je crois que peut-être on peut en discuter plus tard si vous voulez. Mais, merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Les orateurs seront avec nous pour déjeuner, donc on aura beaucoup de temps pour discuter. Tous ces exposés sont passionnants. On va